Salut tout le monde à la maison qui ont décidé de nous écouter aujourd'hui. C'est notre premier podcast. En fait, c'est l'épisode pilote. On est bien énervés. On est au Pub La Gabière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allô les filles! Salut! Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui avec nous. C'est un grand jour pour Chicks and Machines. On lance enfin notre balado. On avait déjà les articles, les vidéos et tout, mais on voulait explorer là, ce nouveau média-là. Le média que tout le monde, qui est un peu à moi de ces temps-ci, avec le COVID en plus, ça nous fait un beau moyen de communiquer avec vous. Et voilà, on est là. Pour ceux qui ne me connaissent pas à la maison, moi c'est Cindy Martin, je suis copropriétaire de Chicks and Machines. Je suis aussi une passionnée de sport motorisé et je suis très bien accompagnée aujourd'hui. J'ai Sandrine qui est avec moi. Salut! Émilie. Salut! Et Annie. Allô! Donc, c'est des collabos Chicks and Machines, puis ils sont là pour vous jaser de plein de beaux sujets. Aujourd'hui, on va jaser moto. Comment on commence notre saison, là, Sandou va nous parler de ça. Émilie, qui va nous jaser de motoneige dans l'Ouest. Et Annie, qui va nous faire rêver avec ses destinations road trip pour cet été. Alors, vous êtes prêtes? Oui, yes. C'est parti! Bienvenue au balado Chicks and Machines, une présentation de Can-Am sur route et de Sport DRC Alma. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Aujourd'hui, on a fait le podcast au Pub La Gabière à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, on les remercie beaucoup pour ça. On est, évidemment, le pub est fermé malheureusement. On est COVID-pro, vous voyez, on est tous à 2 mètres. Puis, on va commencer par mettre quelque chose au clair. Pour ceux qui ne le savent pas, Chicks and Machines, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un magazine web et notre but, là, c'est de mettre le plus de femmes possible derrière le volant ou en arrière du guidon. Hein, les filles, on veut vous donner le courage de vivre vos passions. Puis, c'est super important pour nous. On est 30 collabos. On traite autant de motoneige, VTT, moto, 2 roues, 3 roues, auto, camion, avion. On traite vraiment de tout ce qui a un moteur, finalement. Et puis, j'ai 3 collabos avec moi. Puis, je voulais savoir, les filles, qu'est-ce qui vous a amené dans Chicks and Machines? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui? Parce que comme Annie, ça fait 3 ans, yes. Tu sais. Donc c'est ça, je veux vous entendre un peu, puis on va commencer avec Sandrine. Ben moi, ce que je trouve fabuleux avec Chicks and Machines, c'est non seulement la mission qu'ils ont, donc de représenter vraiment la femme, la fille, la petite fille en devenir qui va finalement être peut-être une future Chicks and Machines, qui sait. Puis ça, et non seulement toute l'équipe qui est en arrière, c'est des femmes fabuleuses qui sont passionnées, qui ont une histoire à raconter, qui font des sports tripants. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui me rejoint profondément. Moi-même étant amateur de motocyclette, mécanicienne aussi. Donc, c'est tous des petits points là qui viennent me rejoindre vraiment profondément. Oh, c'est cool, ça. Oui, mais Sandou, qui est mécanicienne moto, c'est vraiment cool. On va en jaser un peu plus tantôt, là. Puis toi, Émilie? Ben moi, personnellement, c'est la motoneige hors piste qui m'a amenée vers Chicks and Machines. Puis tu sais, pour moi, ça représente tellement des femmes qui sont passionnées à 100% de sport motorisé, qui viennent rentrer dans un domaine peut-être plus dominé par les hommes, ouais. Qui viennent faire leur place. Fait que, tu sais, Chicks and Machines vraiment nous encourage à prendre notre place. À se dépasser. Hein? Exactement, tu sais, ça nous donne une voix aussi, là, tu sais, de pouvoir, par la rédaction d'articles, par, tu sais, tous les essais qu'on a la chance de faire, juste le podcast, justement, aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça rassemble vraiment une belle communauté de femmes, là, qui vivent vraiment une belle passion. Puis ça encourage probablement là, d'autres filles, d'autres femmes. Qui n'oseraient pas nécessairement. Là. Exactement. Fait qu'à faire sa place dans ce domaine-là. Là. Super. Puis Annie? Ben les filles ont tout dit. Bon, c'est de démocratiser la passion pour tout ce qui est à moteur, les femmes là-dedans. Puis, je pense que ce qui est important aussi de préciser avec Chicks and Machines, c'est que oui, c'est des femmes qui donnent l'information, mais ça s'adresse à tout le monde. Les gars, là, vous allez apprendre plein de choses avec Chicks and Machines. Puis, on touche vraiment tous les types de sports motorisés. Donc, messieurs, là, c'est pas juste un magazine de femmes pour les femmes, vraiment pas. Je vous rassure, puis c'est vraiment une équipe de passionnés. Fait que c'est pour ça que ça fait bientôt 3 ans que je me suis greffée à eux, puis je suis bien heureuse de ça. D'ailleurs, Annie, aujourd'hui, tu es là pour nous faire rêver.
avec l'été qui s'en vient. Ici, on est chanceux, on a déjà des belles températures, on a déjà du beau 20 degrés. Moi, j'ai fait quelques raids, je crois toi aussi déjà. Oui, j'ai camouflé le raccoon aussi d'hier, tellement une belle température. Mais comme tu l'as mentionné, je vais vous parler aujourd'hui de deux belles routes, deux beaux road trips à faire en moto. Évidemment, on le mentionne depuis le début, c'est le COVID. Ouais. Donc, ce que je vous donne comme itinéraire, tout ça peut changer selon les nouvelles règles gouvernementales qui seront imposées, si on peut se promener de région en région. Avant de partir. C'est à vérifier, évidemment, avant de partir. Mais on se permet de rêver et on part à l'aventure. Je vous parle de deux destinations coup de cœur pour moi au Québec parce qu'évidemment, on ne peut pas aller de l'autre côté voir nos amis américains. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Ben oui, tu sais, je viens de là. Fait que c'est sûr qu'on va en parler. Et le lac Mégantic. Pourquoi ces deux destinations-là? Outre le fait que les deux places vendent de la grosse bière, c'est vraiment de très belles routes. 50 choses. Deux belles routes et j'ai resté aussi au lac Mégantic, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, tout dépendamment d'où vous partez, de votre région, c'est sûr que les routes que je vais vous suggérer peuvent différer. Si, admettons que vous partez de la Montérégie, Montréal, je vous invite à passer par le parc de la Mauricie, super de belles routes, les courbes. Évidemment, il y a toujours des saisons aussi des mois qui sont plus propices à prendre ce type de route-là. Ouais. Donc, si vous y allez au début du mois de mai, parfois dans les courbes où c'est un peu ombragé, l'asphalte est encore froide, et des fois, il peut arriver des petits pépins. Je parle par expérience. Mettons le Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être planifier ça plus juillet-août. Je te dirais fin juin encore, mais si vous décidez d'aller prendre le parc des Laurentides à la mi-mai, une tempête de neige est si vite arrivée, je vous le dis. Donc, si vous planifiez votre road trip 3-4 jours, allez-y fin juin dans ces destinations-là, peut-être pas pour le lac Mégantic, mais vous allez vous retrouver. Donc, on prend le parc de la Mauricie, on se dirige vers La Tuque, et une fois rendu à La Tuque, ben là, on s'en va prendre la 155 en direction de Chambord. La route est belle, faites le plein d'essence avant le parc de la Mauricie, rendu à la Tuque, prenez pas de chance aussi. Donc, une fois rendu à Chambord, vous avez deux choix d'itinéraire. Aller à gauche pour aller à la destination de Roberval, faire vraiment le tour complet du lac Saint-Jean, ou aller à droite pour un petit road trip un petit peu plus court et s'en aller en direction d'Alma et ensuite le Saguenay. Moi, je vous suggère une aventure culinaire. Disons ça comme ça. On part donc vers la gauche, on se dirige vers le haut du lac. On arrête manger à la frite mexicaine. Oh oui. Un peu plus tôt l'été passé, je vous ai fait mon top 10 des cantines à découvrir en moto et la frite mexicaine faisait partie de mon top 10. Allez lire ça sur le chicksandmachine.com. Je suis allée. Oui, je te l'ai suggéré. Dépaysement total en plein milieu du lac Saint-Jean. Juste pour le décor, ça vaut la peine. Genre, juste passer devant, t'as l'impression d'arriver dans un boui-boui mexicain. Là. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Oui, la bouffe est super bonne, puis l'ambiance est vraiment le fun. Puis le soir, c'est plein de motocyclistes. Puis à côté, il y a une petite crème molle, donc si vous avez la dent un peu plus sucrée, vous allez apprécier ça. Donc, vous prenez la route, la 169, et rendu à Roberval, on s'en va au cœur de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous invite à aller... Ben non, c'est pas moi qui va payer, OK? Mais je vous invite à aller découvrir... Non, s'il te plaît, ton numéro de carte. Allez découvrir... À vous faire des virements. Val-Jalbert. Val-Jalbert, c'est une ancienne place où on faisait des pâtes-papiers. C'est au début des années 1900. Et on a transformé ça. On s'est dit, c'est un village historique. Et ce qui est nouveau depuis quelques années, vous pouvez dormir dans les vieilles maisons des années 1900. Fait que c'est vraiment hot comme expérience. Le soir, ça peut être super romantique. Il y a une superbe de belle chute, vraiment très haute, toute en lumière. Donc, petite destination pour aller dormir. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des prêts à camper aussi. Oui. Puis, tu sais, si vous aimez les fantômes, il y a des belles histoires. Là. Ouais, c'est vraiment le fun. Donc, vous allez au village historique de Val-Jalbert. Le lendemain matin, on se lève, on s'en va vers Dolbeau-Mistassini. Si vous avez la dent sucrée, rendez-vous à la chocolaterie des Pères Trappistes. Encore une fois, c'est un endroit qui est rempli d'histoires, qui existe depuis des centaines d'années. Ça a été repris par les Pères Trappistes sur place. Donc, vous ramassez votre chocolat au bleuet, évidemment, du chocolat au bleuet, on est au lac Saint-Jean. Et à quelques kilomètres de là, vous vous rendez à la chute des Pères. Alors, à cet endroit-là, petit stationnement, vous parquez la moto là, puis les chutes sont là, super beau décor, vous mangez votre chocolat, vous profitez de l'occasion pour relaxer un petit peu. On reprend la route, puis on se dirige vers Sainte-Jeanne-d'Arc. À Sainte-Jeanne-d'Arc, vous allez vivre un dépaysement total. Je vous amène au pays des Dalton.
Le pays des Dalton, ça s'appelle le domaine du ranch, OK? Donc, vous en allez là-bas et vous pouvez même dormir sur place. Donald, le propriétaire, a fait comme une banque. Tu sais, vous allez pouvoir dormir dans la banque, vous allez pouvoir dormir dans la... Oui, je vous le dis. C'est comme un village d'antan, Oui. mais où est-ce que tu peux dormir? Oui, puis il y a un camping, puis il y a un bar qui s'appelle le Bordel. Ah, ça dit bien. beau jeu de mots. Fait que c'est vraiment ça. Donc, une fois que vous avez visité l'endroit, vous prenez la route et là, vous dirigez vers Alma et ensuite de ça, je vous invite à passer du côté de la rive nord du Saguenay, donc par Saint-Ambroise. La route est beaucoup plus belle que si vous allez du côté de la route 70 vers Jonquière, c'est plus ou moins intéressant. Donc, vous vous dirigez vers Saint-Ambroise et à Saint-Ambroise, ben là, vous vous rendez à Chicoutimi. Chicoutimi, on peut en parler pendant longtemps aussi. C'est très reconnu pour les restos, là. Tu sais, on parlait de culinaire, je pense qu'à Chicoutimi, tu peux trouver ton compte, là. Oui, il n'y a pas juste des filles à Chicoutimi, il y a des restaurants, OK? Donc, à Chicoutimi, Rouge Burger Bar, si vous cherchez une belle place, vous allez visiter la pulperie. C'est vraiment un autre endroit historique et il y aura une exposition, si ça vous intéresse, pendant l'été pour les tripeux de jeux vidéo. Donc, ça peut faire un petit arrêt sympathique à faire en moto. Puis c'est vraiment une belle place. Je me suis mariée là-bas. OK, ça, c'était dans une autre vie. Et ensuite de ça, vous prenez la 381, vous rendez à la baie, petit arrêt à la fromagerie Boivin. Donc, on embarque sur la 381. Et là, Sandrine, je vois le regard de tes yeux. Tes yeux s'illuminent. Ah oui. C'est tellement une des plus belles routes au Québec à découvrir. Véritablement, oui. C'est des courbes. Nous, on appelle ça le petit parc de la Galette parce qu'il y a un lac qui s'appelle le lac de la Galette. Donc, si vous allez au Saguenay puis que vous parlez de la 381, ça se peut que quelqu'un vous dise « Ah, le petit parc de la Galette ». Mais là, si je cherche ça dans Google Maps, parc de la Galette... Non, tu vas trouver le lac de la Galette. OK, c'est bon. Donc, la 381, là, je vous le dis, vous allez pouvoir coucher votre moto dans des courbes, tout dépendamment quel type de moto vous allez triper et ça vous amène du côté de Baie-Saint-Paul et ensuite de ça, vous ferez votre tour comme vous voulez. Mais c'est vraiment une belle destination. Et là, on est un peu pressé par le temps, mais je voudrais pas passer sous silence. L'autre destination qu'on a, c'est le lac Mégantic. Oui. Lac Mégantic, moi, j'ai resté là 2 ans. Première journée que je débarque là, et là, je fais comme, oh non, ça n'a pas de bon sens, je peux pas rester ici. Maman, t'as-tu entendu? Ils ont un accent. Là, elle dit... Attends, là. Toi, t'as dit que les gens de lac Mégantic avaient un accent. Ouais, c'est ça. C'est la fille du Saguenay qui dit ça. Non, c'est toi qui as un accent, là. On va Ouais, mettre quelque chose au clair. Fait que finalement, je suis restée là 2 ans et depuis 15 ans, j'y retourne plusieurs fois par année. Et là, si vous partez encore une fois de la Montérégie-Montréal, évitez de prendre la 10 le plus possible. Vous allez vous promener dans le coin de East Angus, Cookshire, où il y en a là-bas qui disent Cookshire. En tout cas, c'est un débat d'idées. Ouais. Et là, vous amenez du côté de Notre-Dame-des-Bois. C'est vraiment un superbe endroit. Si vous cherchez un endroit où aller demeurer, rester pour quelques jours, le domaine des Montagnais, c'est vraiment exceptionnel. Il y a des chalets pour 25 à 2 personnes. J'ai organisé des événements là-bas où on s'est ramassé 80 motocyclistes. Justin, le propriétaire, va vous recevoir. C'est vraiment une belle destination. Et moi, je vous suggère d'y aller au mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce que c'est les Perséides. Oui. Donc, si vous voulez avoir une petite sortie romantique, le mois d'août, let's go, on part en moto. Des notes. Ouais. Et vous n'êtes pas loin de l'Astrolabe où là, vous pouvez aller admirer les étoiles. C'est vraiment fabuleux. Et comme je vous le mentionnais, c'est romantique. Et ensuite de ça, vous faites le tour du lac Mégantic. Piopolis, petit arrêt, il y a une auberge qui est là, qui est au soleil levant. Petite berge sur une terrasse avec une vue sur le lac Mégantic. Et à Mégantic, évidemment, l'endroit a perdu un peu de son cachet, on le sait, suite aux plus récents événements. Mais moi, j'adore aller là. Puis ce qu'ils ont en commun, les 2 destinations dont je vous parle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le lac Mégantic, c'est la population. Les gens sont tellement gentils, sont tellement fins. Donc, c'est un incontournable à faire, le lac Mégantic. Puis vous terminez votre ride de moto toujours avec une bonne bière, parce que toutes les occasions sont bonnes pour en profiter. Et tout au long de la saison des podcasts, cheers! La Gabière qui vont commanditer les chroniques. Donc, merci à eux. De destination. Fait que toutes les rides peuvent se terminer avec une bonne bière. On met ça dans les sacoches de moto et comme ça, c'est la journée parfaite. Mais on vous rappelle qu'à la consommation a bien meilleur goût. Soyez responsables. Ah, la consommation a bien meilleur goût. Oui, non, mais la modération a bien meilleur goût. Alors, merci aux gens de la Gabière de nous recevoir et de commanditer nos chroniques. Merci. Vous aurez accès à tout mon itinéraire bientôt sur le site des Chicks and Machines. Alors, manquez pas ça, puis je vous souhaite une belle saison de moto.
D'ailleurs, toutes nos infos, là, tout ce qu'on dit ici, c'est soit déjà sur le site ou ça va se trouver sur le site. N'hésitez pas à aller voir ça. Un gros merci, Annie. Je pense que je finis le podcast puis je m'en vais réserver toutes mes destinations. Déjà, là, pour le mois d'août, il y a des endroits qui affichent complet. C'est fou. Faut pas oublier que tout le monde au Québec vont voyager au Québec. Donc, faites vos réservations rapidement. Un gros merci. C'est super intéressant. Et là, sans nos précieux partenaires, écoute, on n'aurait pas de podcast. Et il y en a un qui va être là avec nous tout au long de la saison, c'est Mathias Sport. D'ailleurs, avec eux, on va faire des essais. Donc, il y a des filles qui vont faire des essais puis qui vont venir vous en parler live. On va vous parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Et puis, Mathias Sport, c'est un super concessionnaire. Peu importe le bolide, peu importe ce que vous cherchez, les filles, il y a une super boutique. Donc, allez voir Kim en boutique ou Max, si vous avez besoin d'un bolide. Ils vont être là pour vous accueillir. Donc, voilà. Et on passe maintenant avec Émilie. Écoute, on va faire un petit retour sur la saison de motoneige qu'on pourrait qualifier de marde. Oui. on va le dire. Au Québec. Au Québec, oui, c'est ça. Au travers de la COVID et le pas de neige. Exact. Donc, il y a beaucoup de motoneigistes hors piste qui se sont tournés vers les belles montagnes de l'Ouest. Effectivement. Dont Émilie, qui est allée 2 fois, est ici pour nous en jaser, parce que je pense que c'est le rêve de beaucoup de motoneigistes hors piste de un jour aller rider la belle poudreuse des montagnes de l'Ouest. Mm-hmm. Donc, Émilie, pour ceux et celles qui veulent s'aventurer, par où on commence? OK. Avoir une motoneige à la base. Wow! Étape 1. Hey, mais tu dis ça, mais on peut probablement en louer là-bas. Oui, absolument. Dans le fond, il y en a beaucoup qui vont, comme nous, vont apporter leur motoneige directement là-bas. Mais c'est possible aussi pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas nécessairement le transport pour les apporter, d'en louer là-bas. Il n'y a aucun problème là, pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Bien, quand tu parles de l'Ouest, c'est où exactement? C'est vaste, l'Ouest canadien. Là, à quel endroit tu es allé faire de la motoneige? Moi, personnellement, Sicamous et Revelstoke. Revelstoke qui est comme qui est très connu. Oui, c'est vraiment la place touristique. Vraiment, les gens vont avoir vraiment tendance à aller faire de la motoneige là-bas. Là. C'est pas mal la plus populaire. The Spot. Donc, au niveau de la préparation, pour ma part, nous, on s'est acheté un trailer de 40 pieds au mois de mai l'année passée. Donc, on a acheté un trailer à pain, le lettré pain-pomme, la grandeur. On l'a montré, là, c'était carrément ça. Là. On l'a flippé, dans le fond, au complet. Fait que le but, pour nous, c'était d'être capable de voyager là, 7 à 8 motoneiges, dans le fond, par voyage. Quand même, là, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est de l'organisation aussi, beaucoup, là. Traîner tout ce monde-là. Mais on peut y aller avec un trailer normal, là. Tout à fait. Rien de moins. De pick-up. Oui, non, il y a de pick-up aussi. Effectivement. Mais, en fait, tous les moyens sont bons pour se transporter dans l'Ouest, là. Mais c'est ça. Nous, on y allait vraiment all-in, là, cette année, là. Tu sais, mon chum, c'est vraiment un de ses... c'est un peu un rêve, là, pour lui, de mettre tout ça en place, puis c'est devenu le mien par le fait même. Donc, c'est ça. Nous, on a travaillé très fort pour monter notre trailer pour être capable d'y aller au mois de décembre. Pour ceux qui ont justement, pas ce problème de transport-là, vraiment important, là, avant de partir, là, de faire une bonne maintenance du skidoo, là, évidemment. S'assurer d'avoir un skidoo en ordre pour partir. Mettons, on peut-y aller avec un Polaris ou c'est juste avec du skidoo? Parce qu'on pourrait faire une motoneige à la place, mettons. Je suis désolée. Je pense qu'elle arrête du skidoo, mais je suis pas sûre. Je pense qu'elle est vendue, non. Oui, effectivement, Polaris, Arctic 4, écoute, n'importe qui. Tout le monde est invité, OK? Donc, apporter votre motoneige. Merci. Une bonne maintenance, c'est ça. S'assurer d'avoir quelque chose qui est en ordre, là, parce que, par expérience personnelle, si vous n'êtes pas sûr que ça va toffer la run, changez-la avant de partir, OK? Si vous manque 3 crampons dans votre laine, puis que vous avez un gros trou dans votre laine, puis que vous n'êtes pas sûr que ça va toffer dans l'Ouest, changez-la avant de partir. Puis là, il y en a qui parlent de guérir ça pour l'altitude, là. C'est-tu nécessaire? Ou c'est-tu nécessaire d'avoir un turbo, mettons, là? Tu sais, Tu parles de oui. Non. Tu sais, moi, je suis allée avec mon 154, mon 850, 154 pouces, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu touches au turbo, je vous conseille pas d'essayer le turbo dans l'Ouest parce que c'est sûr que ça va vous coûter cher l'année prochaine, là. Ah ouais. Tu t'as senti la différence? Vraiment. Puis tu sais, autant que le turbo, ici, au Québec,
Non, c'est pas, nos montagnes sont pas assez hautes. Exactement. Fait que vraiment, tu sais, non, c'est pas nécessaire, là. On s'entend que n'importe quel motoneige, tout le monde va trouver son compte quand même, puis va être capable de s'amuser, là. Mais c'est sûr que c'est un beau plus, là, vraiment. C'est bon à savoir que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Oui, oui, absolument. T'as pas d'un motoneige turbo. Non. Puis, tu sais, là, tu parlais de justement changer tes pièces et tout ça, mais est-ce que quand tu te rends là-bas, est-ce qu'il y a toujours moyen que s'il arrive quoi que ce soit, tu puisses te procurer des pièces rapidement? Je sais que tu dois probablement prévoir avant de partir d'ici, mais si là-bas, il y a quoi que ce soit, est-ce que c'est facilement pas abordable, mais accessible. Merci, oui. Oui, mais... tu sais, c'est pas tout... Ben, comme, mettons, nous autres, par expérience personnelle, par exemple, mon chum, il a cassé une table, je pense que c'est la dernière journée qu'on roulait au mois de mars. Ben, il l'avait pas à Revelstoke. Fait que là, il fallait aller à Vernon, qui est comme 1h30. Fait que, tu sais, là, quand t'es dans l'Ouest, tu vas en profiter, là. Là, tu perds du temps, puis là, tu sais, c'est 3 heures, puis tu l'as pas encore changé ta pièce, là. Fait que là, c'est du temps que tu perds. Mettons, il y a beaucoup de motoneigistes, là. Tu sais, il y a des endroits, mettons, tu vas faire du ski dans les Alpes, ben, tu payes tes skis 6 fois plus cher, puis tu payes ton manteau de ski 6 fois plus cher. C'est un petit peu la même chose au niveau des pièces? Là-bas, moi, de ce que j'ai vu, oui, quand même. Tu sais, c'est plus souvent abordable, je veux dire, plus souvent abordable au Québec. Ici. Donc, partir avec toutes tes pièces qui ont tendance, mettons, à briser. Oui, exactement. Tu sais, d'avoir des pièces de rechange, là, tu sais, d'avoir des spares dans le trailer, mettons, ben ça peut être vraiment bon, là, tu sais, d'être quand même préparé, prêt à tout, là, tu sais, des bumpers, c'est pas... On n'en a jamais trop, là, dans le... Moi, je vais te poser une question. Tu sais, je suis vraiment pas motoneige. La dernière fois, j'en ai fait, ça fait 10 ans, puis je l'ai lancé dans le décor. Fait que c'est vraiment pas pour moi. Mais c'est ça. Quand tu vas dans l'Ouest, ça te prend-tu... tu sais, ici, là, évidemment, pour les pistes de motoneige, bon, ben ça te prend un permis, une passe de trail, tout ça. Dans l'Ouest, quand tu fais du hors-piste, c'est freelance? Ben en fait, eux, ce qu'ils font comme système, c'est que ça coûte 25 $ à l'entrée. Tu arrives à la petite gate le matin, tu payes ton 25 $, puis ça te donne ton accès pour la journée. C'est un stationnement aussi, je pense? Oui, tu as le stationnement. Fait que eux, ça leur permet d'entretenir, dans le fond, la trail qui te mène aux montagnes, en fait, là, qui te mène vraiment au beau spot. Puis c'est une trail qui est groomée, c'est comme... C'est vraiment encouragé, là, la motoneige hors-piste dans l'Ouest, comparativement... Peut-être je pourrais dire au Québec. Québec, prenez des notes. Oui, s'il vous plaît. Ou quand tu ne fais pas de la motoneige de trail, puis que tu n'as pas ta passe de trail, ben on est quasiment perçu comme je pourrais quasiment dire comme des criminels, là, des fois, là, c'est comme... Oui, ça, c'est un sujet qu'on pourrait éventuellement aborder, développer parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui. Là. Il y a énormément à dire là-dessus, en fait, puis je pense que justement, c'est bien là, l'idée dans l'Ouest d'avoir des stationnements, tu payes 25 $, tu stationnes là, tu pars de là, puis le sentier sur lequel tu passes, c'était 100% légal pour aller t'amuser puis faire ton sport. Comme un espèce de stationnement incitatif, finalement. C'est exactement ça. Exactement ça. Puis une fois que t'es rendu dans l'Ouest, toi, t'es parti pour combien de jours exactement? La première fois, je suis partie le 17 décembre, mais là, c'est comme deux jours de truck. Puis on est revenu le 11 janvier. Fait ça nous a donné, là, en tout et partout là-bas, pour rouler, c'était 22 jours en ligne. Quand même. Puis je suis repartie en mars un petit 5 jours, là, parce que là, j'en avais pas eu assez pour finir ma saison. Là, c'est quelque chose à penser si tu y vas en voiture ou en truck, là, plutôt. Là, c'est que tu as quand même 2 jours. En fait, c'est 4 jours aller-retour. Donc, il faut que tu aies quand même une période pour. Oui, c'est pour ça que la période des fêtes, habituellement, c'est quand même vraiment plus facile là, pour tout le monde. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? Parce que là, c'est complètement différent. Là, je veux dire, c'est des grosses montagnes, il y a des risques d'avalanche. Ouais. Au niveau de l'éducation, puis au niveau de ce que tu dois apporter dans ton backpack, j'imagine que c'est un peu plus touchy qu'ici au Québec. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on est moins habitué au Québec. Là, ça peut arriver dans les chic-chocs, mais c'est très rare. C'est vraiment rare. Donc, ce qui est conseillé, c'est pas obligatoire, mais ce qui est conseillé, on part avec notre sac avalanche, que dans le fond, c'est vraiment assez simple. Là. C'est un sac, t'as comme moi j'appelle ça une montgolfière, là, mais tu sais, c'est une espèce de ballon. Un ballon là, que t'as dans ton dos, dans le fond, qui se déploie si tu tires sur ta clenche que t'as à l'épaule. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, t'as une avalanche, ben, tu tires là-dessus, puis ça te permet de comme ressortir de la neige un petit peu plus facilement. Faire voir par les gens. Oui, effectivement.
Avec ça vient le beacon, qui est le tracker, dans le fond, là, pour être capable de partir à la recherche si quelqu'un est enterré puis qu'on le voit vraiment pas. Puis ça, c'est quoi? Ça a comme une genre de puce à même ton sac à dos que tu peux retracer, ou c'est vraiment un autre... C'est un autre outil, là, si je pourrais dire, qu'on met dans le saut de motoneige. Parce que, en tout cas, s'il arrive quoi que ce soit avec le sac, c'est vraiment préférable de l'avoir comme, sur toi. Comme ça, tu es sûr que si tu es enterré, puis peu importe, il arrive quoi que ce soit, je sais pas, tu as mal attaché ton sac, tu le perds, ben, tu es certain d'avoir ton beacon sur toi, puis la personne est capable de te traquer facilement. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de choses à penser quand même, mais c'est tellement primordial de s'équiper avant de partir, puis de s'éduquer, là, tu sais. Je pense que les gens prennent ça trop à la légère, puis même moi, là, tu sais, je veux dire, je parle à travers mon chapeau, là, parce que, tu sais, mon chum est arrivé avec mon matériel, il m'a expliqué comment ça marchait, il m'a expliqué les risques, il m'a montré des vidéos, il m'a fait des mises en situation, mais tu sais, on n'est jamais... vraiment prêt. C'est ça, parler à du monde qui sont déjà allés, puis regarder des vidéos YouTube. Il y a tellement de vidéos, là, d'ailleurs, tu vas nous faire un bel article à propos de ça sur Chicks and Machines très bientôt. Puis, je veux, tu sais, au-delà de l'équipement et tout, je veux que tu nous parles de ton feeling, tu sais, parce que on jase souvent, toi puis moi, tu sais, à quel point en motoneige hors piste, des fois, tu brailles dans ton casque, carrément, là. Tu sais, t'as dû des fois te dire, comme, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Je veux que tu me parles de ton feeling, puis je veux que tu sais, parce que tu peux pas te lancer comme ça, super débutant, aller dans l'Ouest, tu sais, comme... Parle de ton feeling, puis qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui semi-débutent, mettons, là, qui veulent se rendre là-bas, là? Mon Dieu. Ben moi, c'est sûr que, tu sais, là, ça fait comme 3 ans que j'en fais, fait que je me considère plus nécessairement débutante. Non, t'es très bonne. Merci. On a vu des photos. Mais ben, pour ceux qui débutent, c'est sûr, il y en a pour tous les goûts, là, honnêtement. Là, pour ceux qui débutent, il y a du open, c'est super pour aller pratiquer ces techniques, pour faire des jumps, des drops, ben, conseilles-tu un guide? Oui, absolument. Premièrement, les gens qui sont pas habitués d'y aller, ou qui ont un GPS, mais qui savent, c'est pas parce que tu as un GPS que tu sais vraiment bien le lire ou t'orienter, puis aussi orienter les gens avec qui tu es. Là. Donc, oui, un guide, absolument, là, ça vaut tellement la peine pour aller dans les beaux spots qui valent la peine, justement. Puis, ça, c'est quelque chose d'autre dans l'Ouest aussi que le Open. On n'a pas ça, nous autres, au Québec. Là. Ah, c'est plus rare. On s'entend, là. Donc, les arbres sont un peu serrés. Ben, c'est ça. C'est beaucoup reconnu pour le tree riding. Fait que, dans l'Ouest, les spots Open, c'est très tracé. Là. À moins d'avoir vraiment une grosse bordée de neige, tu peux être quelques jours à ce que ce soit des endroits qui soient très tracés. Puis, les tripeux de motoneige hors piste, on aime ça arriver puis avoir de la poudreuse que personne n'a touché. Fait que, on s'entend, on est difficile. Fait que c'est pour ça que ceux qui sont peut-être plus intermédiaires avancés, de s'aventurer dans le tree riding puis d'avoir justement un guide pour montrer des bons spots, ça peut vraiment être bénéfique. Là. Puis moi, juste pour... je t'ai vu faire du tree riding au Québec, là, c'est dans comme... Il y a à peu près, pour ceux en audio, ça d'espace, ça vous dit rien, là, mais les arbres sont extrêmement collés. Puis moi, je vois pas de ligne. Où est-ce que tu vois une ligne, là? Chapeau à toi. Là-bas, ça ressemble à quoi? Est-ce que les arbres sont aussi collés? Est-ce que le tree riding est plus soft? Mais ou est-ce qu'il est plus soft au niveau de l'espace, mais il est plus à pic? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que tu viens de dire, Cine. En fait, c'est plus espacé, mais à mon avis, à moi, beaucoup plus à pic. Donc, un petit peu plus épeurant. Là. Moi, il y a quelque chose de se faire peur là, dans l'Ouest. Hey, ben, un gros merci, Émilie. Je pense que tu donnes envie à tous ceux et celles qui en rêvent de faire le saut. Ben, j'espère. Comme je disais, ben, il va y avoir un article là-dessus sur chicksandmachines.com. Puis si vous y allez, ben, soyez prudents, prenez un guide, éduquez-vous. Mais amusez-vous. Ah oui, profitez-en, parce que je pense que tu prends une espèce d'autres steps quand tu vas là-bas. Vraiment, vraiment. On va se voir là-bas bientôt. Et on saute de l'hiver à l'été avec Sandou, ma belle mécanicienne, qui va nous jaser de début de saison, puis en même temps de petits trucs, je sais pas, là, tu sais, comme quand on suit notre cours de moto, au début, ils nous disent, avant de partir, il faut que tu regardes ça, mais... Qui s'en souvient? Puis ceux qui ont pris... Les cours, là, mettons, il y a 10 ans, c'est plus pareil. Non, c'est ça. Fait que, vas-y, ma belle Sandou, tu commences par quoi? Ben ça, c'est ton côté mécanique. Moi, je te laisse. Ben en fait, moi, je vais commencer par remercier Léo Harley-Davidson, qui est, dans le fond, aussi partenaire avec nous pour le podcast. Donc, si vous avez besoin de nouveaux linges, nouvelles motos,
simplement des questions, venez nous voir, venez nous visiter chez Léo Harley-Davidson ou encore sur le site internet leoharley-davidson.com. On est bien fin. On est bien fin, vous allez voir. Imaginez, là, faire réparer votre moto par la belle Sandou. Vous êtes gâtés, là. Avec mes beaux petits cheveux blonds dans le vent. Puis oui, avec la photo de grosse Sandrine. Avec la photo de Sandrine qui a paru dans la presse à côté d'elle. Ah, je voulais pas le dire. On est des vedettes. Colin de Bin. Écoute. Fait que là, on commence par où quand on veut sortir notre moto, là? Elle a dormi tout l'hiver, là. Puis moi, je l'ai pas gazée, j'ai pas changé mon huile avant l'automne, là. Fait que. Parce que dans l'optique où est-ce que on a serré ça, on s'en fout. YOLO. C'est ça, là. La vie est belle, je ferai ça au printemps. De un, c'est très important de vérifier le gaz. Parce que là, ça l'a passé tout l'hiver, là, présent, pas beaucoup, fait que ça peut créer beaucoup d'humidité. Bon, le peu de gaz qu'il va y avoir dans votre tank à gaz, là, ça peut pas créer de problème, à moins que ça fasse 10 ans qu'elle n'ait pas roulé, là, on se comprend. Mm-hmm. La première chose à faire, c'est on va mettre un plein d'essence et n'oubliez pas, pour tout ce qui est moto, c'est du super. Turbo, pas turbo, mettez pas d'original là-dedans. Ordinaire, oui. Ordinaire. Pas de gaz mixé. Pas de gaz mixé, c'est pas des motocross. Mais point que vous pourquoi, ayez des juste motocross. pourquoi? Moi, ça m'intrigue. Pourquoi que ça fait de l'humidité? Non, mais pourquoi pas de Ben, c'est parce que c'est pas recommandé. Tu sais, la plupart des motos, soit qui ont 2 ou 4 cylindres. Bon, 4 cylindres, là, des fois, ça peut justement jouer, mais c'est parce que on met ça tellement à des régimes hauts que c'est pas parfait. C'est comme toujours rouler, là, je vais prendre un exemple d'auto, là, en papy, là, puis là, après ça, tu vas chez ton mécano, puis ton auto est brisée précocement parce que tu l'as pas assez décrassé, tu sais. Donc, vu que les régimes sont tellement tout le temps hauts, t'es beaucoup mieux d'y aller avec du super, c'est plus sécuritaire pour ton moteur, tout va mieux se passer. Puis c'est recommandé aussi par le fabricant aussi, puis ça va faire une différence peut-être sur votre garantie. Ouais, ça, ben oui, tout à fait. Là, juste pour les huiles, hein, je pense que c'est recommandé d'y aller avec les huiles de ton fabricant, là, finalement. Ben oui, parce que, de un, si vous pouvez faire votre changement d'huile à la maison, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Gardez vos factures. Et voilà, c'est ça. Oui, exactement, merci. Il faut garder les factures, que vous les fassiez à la maison, chez Joe Pinchot, on s'en fout. Gardez vos factures parce que si vous voulez, il arrive quoi que ce soit avec votre moteur, transmission, peu importe. Si vous n'avez pas de facture, ben la garantie, ils ne voudront pas vous payer. Mm-hmm. Donc, les factures, un beau petit dossier, ça va être parfait. Puis ça peut vous sauver quelques dollars. Là, et beaucoup de tracas. Et beaucoup de tracas, oui. Et puis une petite parenthèse, là, je veux vous dire, là, Sandou est comme presque ceinture noire en moto Harley-Davidson, là, parce qu'ils ont des formations là, tout au long de leur parcours. Là, fait que c'est vraiment cool. Là, ils sont toujours formés, puis ils sont toujours mais tu sais, à informer Harley, mais je veux dire, tout ce qu'on dit là s'applique à toutes les motos. Oui, là, oui. Sauf la moto électrique. Ça, c'est un autre dossier. Mettez pas d'essence à votre moto électrique. Non. Ici, on ne parle pas de la LiveWire et les prochains modèles électriques pour tous les... On en jasera bien, par exemple. Oui. Ça serait pas un petit essai de ça. Oui, yes. oui. Donc, ensuite, là, on parle d'huile d'essence. Batterie, mettons? Batterie, ça va être très important parce que là, elle a passé tout l'hiver. Là, tout dépendamment, comme on disait plus tôt, si vous l'avez serré, là, oups là, la vie est belle, je ferai ça au printemps, bien, ça se peut qu'elle parte plus, votre moto. Ouais, on l'a vécu, donc, oui, hein, c'est ça, vous l'avez vécu. Moi, ce que je conseille, là, le plus fortement de mon cœur, on sort la batterie de la moto, excusez. Idéal. On la rentre en dedans dans un endroit où il fera pas plus 40, mais où il fera pas moins 40 non plus. Dans un endroit sec, où ça va être droit. Et on met ça sur un petit chargeur intelligent. Mm-hmm. Pas plus compliqué que ça. Puis tu vas partir au printemps comme une neuve. Oui, si la batterie, elle avait pas déjà des lacunes. Là, faut que tu la remettes dans la moto avant, par exemple. Ben, c'est recommandé. Moi, je vous le conseille de remettre la batterie avant de partir la moto, sinon ça fonctionne pas. Il y a les nouvelles batteries au lithium aussi. En tout cas, pour ceux qui ont des Harley, ça peut aider aussi à prolonger la vie de la batterie. Tout à fait, oui. Mais moi, je conseille toujours un bon petit chargeur intelligent. Oui, c'est super. Si vous avez un garage chauffé, là, gênez-vous pas pour la laisser dans le garage, il n'y a vraiment pas de problème. Peut-être juste mettre un petit carton là en dessous, pas laisser ça direct sur le ciment ou le béton, c'est pas toujours parfait. Puis niveau pneus, le truc du 25 cents, ça marche encore? Ça marche sur les pneus d'auto.
Parce que sur les pneus moto, tout dépendamment, dans le fond, de la largeur de vos pneus, parce que oui, il y a différentes largeurs de pneus, souvent plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc, à l'arrière, plus le pneu est large, moins la bande de roulement va sortir, comment je pourrais dire ça? Neuve, oui, le pneu va être neuf, mais versus un petit pneu, exemple, je vais dire un 180-55 B16. C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde. En fait, là, c'est plus le pneu est large, moins la bande de roulement neuve va être épaisse. OK. Donc, exemple, là, je vais Donc, prendre... la craque. Donc, la craque, et voilà. Parlons de craque. Parlons de craque. C'est ça. En fait, et puis, il ne faut pas oublier non plus que les pneus de moto sont calculés en 32e. Donc, là, en millimètres, ça peut fonctionner aussi, mais la plupart des concessionnaires... Fonctionne en 32e. Oui, c'est plus facile, c'est plus... tout le monde utilise ça, là, dans le métier. Donc, comme je vous disais, les pneus plus larges, 9, ça peut sortir à 7, 32e, puis à 2,32, ben puis le là, pneu je est fais fini. comment pour savoir si mon pneu est à changer ou quand je regarde ça au printemps, là, ou tout au long de la saison, mettons? Exemple, si vous n'avez pas de, je vais appeler ça un gauge à pneus, ben vous pouvez toujours regarder avec vos avertisseurs. Dans le fond, les avertisseurs, vous allez voir souvent dans vos craques de pneus, il va y avoir une petite bosse un petit peu plus haute. Que ça, c'est l'avertisseur qui va vous dire, oui, ben ça, c'est 2,32, ben rendu là, là, t'es dû. C'est ça. Fait que si vous voyez qu'il vous en reste quand même bien, continuez. Si vous n'êtes pas certain, là, un petit gauge à pneus, ça s'achète chez Canadian Tire. Là. Puis on va le dire, si on n'est pas certain pour à peu près tout, là, allez chez votre concessionnaire ou allez dans un garage. Comme on parle de ça, c'est le fun de pouvoir faire les trucs à la maison, mais en cas de doute... c'est ça. Puis, juste pour fermer le pneu, est-ce qu'on doit changer les deux pneus en même temps? T'sais, si, mettons, mon pneu arrière, non? Ben non, pas nécessairement. C'est sûr que là, si tu dis, ben c'est bien plus pratique, là, ma moto est déjà chez le concessionnaire, OK, oui. Mais c'est parce que ça pas nécessaire. Ben non, pas nécessairement. Parce que le pneu en avant versus le pneu en arrière, quand ils sont neufs, ils sont pas au même 32e. OK. Puis si tu as une passagère aussi, ça peut influencer aussi, sur l'usure de ton fait. pneu arrière. Tout le temps en train de voyager avec beaucoup de bagages. Oui. Ben, Puis si tu es un petit tannant ou une petite tannante, t'aimes ça faire des petits brap-brap, ben ça se peut que le pneu en arrière s'use un petit peu plus rapidement que celui d'en avant. Puis avec des pneus, on niaise pas avec ça. Ah non, c'est absolument notre vie. pas. Là, C'est très dangereux. On en voit des fois en magasin du monde qui arrive avec le pneu, comme on dit, ça fesse. Là. Puis, il n'y a pas de niaisage. C'est la même chose qu'en voiture. Puis c'est encore plus, ben c'est ça, faut qu'on en moto. Là. Ben oui, parce qu'il faut considérer qu'on est sur 2 roues et non 4. Là. Donc, le pneu en arrière... Là, en perds une, c'est tannant, là. Un peu. Ah oui? Mais tu sais, moi, je conseille toujours là, le pneu en arrière. Là, les 2 pneus sont très importants, on se le cachera pas, mais le pneu en arrière, là, moi, là, je le changerais même avant qu'il soit un peu trop usé. Là. Puis là, on parle de choses essentielles. Je vais continuer avec les freins. Mettons, pour t'assurer que tes freins fonctionnent bien. Là, parce que, tu sais, on va se le dire, même si tu vas aller au concessionnaire, il faut quand même que tu fasses un petit check-up avant de partir. Ben oui. Je veux dire, c'est la première fois que tu apprends de la saison. C'est rare ceux qui vont mettre ça dans un trailer pour emmener ça chez le concessionnaire. Donc, tes freins, comment tu fais pour valider qu'ils fonctionnent encore bien? Là? Bon, moi, j'ai un petit truc que j'ai développé là, avec le fil du temps, avec mon métier. Quand vous regardez vos plaquettes de frein, bon, je m'excuse ceux qui sont juste à l'audio, vous avez une plaquette en métal. Oui. Que ça, c'est celle qui tient votre plaquette de frein qui est en fibre X. Donc, dans ces plaquettes-là, il y a des rainures. Ces rainures-là sont faites pour ventiler. Mais vous allez aussi remarquer qu'entre la plaquette de métal et la plaquette de fibre, où il y a les rainures, il y a un petit 2 à 3 mm. Donc, quand que cette rainure-là, vous ne la voyez plus, là, ça commence à être urgent. Là. OK. Bon, ben c'est un bon ça commence à être urgent. Oui. Fait que vous pouvez toujours regarder avec une petite lampe de poche, ça se vérifie super rapidement. Puis encore une fois, comme on disait, si vous n'êtes pas assez certain, appelez votre concessionnaire, faites-le vérifier par un mécanicien quelconque, pas spécialisé, mais certifié, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mécanicien, mécanicienne. Oui, merci. Mécanicien, mécanicienne. Quand même. Je me promouvois pas. Là. On va le faire. Merci. Et ensuite, niveau Prestone, c'est pas nécessairement tes motos qui en ont besoin, mais si ta moto en a besoin. En fait, c'est pas toutes les motos qui en ont. Mais ceux qui en ont besoin, là, il y a tout le temps un cold check, donc une vérification à froid. Vous pouvez juste vérifier où est-ce que votre réservoir de Prestone se trouve, puis il va y avoir une barre qui va être écrite Cold Check.
Assurez-vous au moins que le niveau il soit là. Puis certaines motos, ben, la plupart des motos, ça va être vérification sur la béquille. Oui, un peu comme l'huile aussi. Hein? Un peu comme ouais, l'huile, c'est ça. effectivement. Certains modèles, Ouais, des fois, ils demandent debout. C'est béquille ou pas, ça C'est dépend. ça. Là. Mais la plupart des motos côté Prestone, là, ça va vraiment être Sur la béquille. sur la béquille. Là, puis ajustez les niveaux. S'il vous plaît aussi, encore une fois, regardez votre spécification du fabricant, ce qu'il vous demande comme anti-gel, parce que ça peut toujours varier. Un autre truc vraiment pratique, le cadre d'embrayage. Oh, le petit cadre d'embrayage. Toujours vérifier, de un, s'il coule pas. S'il coule, ça peut endommager prématurément votre clutch, qu'on appelle dans le bon jargon. Puis, vérifier aussi l'ajustement. Bon, si vous avez des petites mains, là, des fois, on se fait souvent demander « Ah, j'aimerais ça qu'elle soit plus lousse parce que mes petites mains, là, ils se rendent pas. » Mais toujours vérifier au moins, là, selon le fabricant, il faut qu'il y ait... Bon, on revient un petit peu au truc du 25 sous. Oui. C'est que vous prenez votre cadre d'embrayage avec votre poignée, vous insérez un petit 25 sous dans la petite fente qui va se 25 créer. sous, il sert. là. Il sert. Vous l'insérez dans le fond entre le câble d'embrayage et votre poignée. Puis ça c'est environ le jeu normal qu'ils disent. Mais comme on disait plus tôt, si vous avez des plus petites mains, mais là, Ouais. faut faire avec ce qu'on a. Hein? Puis là, tu parlais de liquide qui coule, mais tu sais, je pense que c'est une bonne chose de partir sa moto un peu avant de partir avec, voir s'il n'y a pas de fuite nulle part, là, parce qu'il y en a des liquides là-dedans. Là. Oui, il y a plusieurs liquides, effectivement. Fait que moi, ce que je vous conseille, là, durant l'hiver, là, vous n'êtes vraiment pas obligé de partir ça, votre moto. Là. Ça sert à rien. Non, mais au printemps, la Mais première c'est ça. fois avant de partir. Oui, là. première fois avant de partir. Là, partez là un bon 10-15 minutes là, avant de partir, justement, pour laisser toute l'huile se promener partout, aller partout ce qu'il faut que ça aille, puis inspecter votre moto. Là, penchez-vous avec une petite lampe de poche, puis regardez partout, ce que même vous pensez pas qu'il peut y avoir de l'huile, regardez. C'est bon ce que tu as dit, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent leur moto dans leur garage l'hiver, puis avec leur chum, hein, ils partent. Oui. Ils arrêtent. C'est pas bon pour la moto. C'est vraiment pas parfait. Ça. Non, c'est ça. C'est même pour une motoneige, là, je veux dire, c'est pas bon. Là, c'est pas recommandé, les gens. C'est ça. C'est non. Ça fait des beaux vidéos Instagram, mais c'est tout. C'est ça. C'est ça. Si on parle, là on parle de pré-saison, mais si on parle de pré-ride en général dans la saison, là, tu sais, ce qu'on apprend dans notre cours, qu'on doit faire le petit tour, là, tu peux-tu nous dire ça là, en bref, rapidement? Bien, en bref, rapidement, tout ce qui est lumière, donc clignotant, lumière de frein, tout ce qui est lumière sur votre moto, haute, basse, clignotant, plaque. La plaque, ce qui fait qu'on est visible, là, les lumières, là, oui, extrêmement important. c'est ça, c'est ce qui nous sauve la majeure partie du temps. Lumière de plaque aussi, c'est très important parce que, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez vous faire arrêter, pas de lumière de plaque. Ça coûte des beaux petits dollars, mais... Tu vois, je ne savais pas, ça. Oui, même si un flasheur est brûlé, une lumière de jour, tu peux te faire arrêter. Bon, la majeure... La lumière de plaque, ça, les flasheurs, je m'en doutais, mais lumière de plaque... Ben oui, des fois, il y a des petits policiers coquins, là, qui... Oh, c'est bien coquins! Ensuite de ça, comme on disait un petit peu plus tôt, faire partir votre moto, démarrez-la. Ah, fais-tu des sons bizarres? Voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? On fait un petit tour, on regarde ce qui coule. Mon pipe est-tu légal? Mon pipe est-tu légal? Ouais, on va l'entendre parler. Bon, les pipes légales, là, stressez-vous pas, mais soyez un peu stressés, OK? Des fois, justement, le petit policier qui a votre petite lumière de plaque, c'est ça. Donc, c'est ça. Les freins, si on a toujours un levier de frein, parce que oui, des fois, durant l'hiver, là, le liquide de frein peut, s'il est supérieur à 3 % d'humidité, il peut devenir en genre de jello. Et là, je ne déconne pas, ça fait du jello. Donc, Nice. ça freine plus, là. C'est plus le fun. Donc... c'est ça, donc frein, embrayage, comme la petite inspection. Assurez-vous, l'huile aussi, c'est ça. La plupart des motos, ils demandent de regarder l'huile à chaud sur la béquille, tout dépendamment des modèles, à droit. Ensuite de ça, la pression des pneus, c'est important. Puis ne pas oublier aussi que quand l'asphalte est froide, vos pneus n'adhèrent pas aussi bien que s'il faisait 30 degrés dehors. Un méchant beau rappel. Ça. Oui. Puis surtout à ce temps-ci de l'année. Oui, puis c'est la même chose pour votre moteur. N'oubliez pas, là, ça va être très contradictoire, mais les pneus ne collent pas quand il fait froid, mais votre moto va mieux quand il fait froid. Mais c'est pas une raison pour faire le débile puis aller faire des wheelies à 40. Prudence! On est Prudence, les amis! Prudence! Puis dans un tournant, justement, les pneus collent moins, votre moto va mieux, mais c'est
c'est deux affaires complètement différentes, puis que c'est le fun quand la moto marche plus, mais tes pneus collent pas. C'est pas le fun. Non, ouch! J'ai des petits bleus, mettons, qui me ressortent, là. C'est pas le fun. Gros merci, Sandou. Je pense qu'avec ça, là, les gens vont pouvoir faire le tour de leur moto avant le début de la saison. Puis, en cas de doute, on va chez le concessionnaire, puis on le répète, prudence! On n'est jamais trop prudent. Surtout en moto. Oui. Donc, voilà. Un gros merci, les filles. Écoute, c'était super intéressant. Je suis vraiment contente et heureuse de ce premier épisode-là. Merci. J'en profite pour vous dire que Chicks and Machines est sur YouTube, Facebook, Instagram. Nos pages personnelles, c'est pour celles qui en ont. Oui, c'est ça. On est un peu partout. Et bien sûr, notre site web à ne pas oublier. Et notre boutique en ligne aussi. Effectivement, on a un beau brand de vêtements. Merci, Annie. On a un beau brand de vêtements qui est porté maintenant par beaucoup de femmes. On est super fiers de ça. Et on remercie nos partenaires majeurs qui est Can-Am sur route et Sport DRC, sans qui ce podcast-là ne serait pas possible. On remercie aussi Léo Harley-Davidson, Mathias Fort et bien sûr la Gabière. Cheers! Un gros merci, on a hâte de vous voir déjà pour le prochain épisode. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut! Bye. Bravo! Beau projet.